Tout va bien. Bien. Voilà. Et je voudrais remercier l'institution policière qui nous permet de tenir cette commémoration. Donc ce que nous faisons depuis l'après-guerre, notamment avec Persidos qui nous a quittés le 4 septembre dernier, 4 septembre de l'année dernière. Donc nous sommes habitués des commémorations de Jeanne d'Arc, la fête du patriotisme, c'est très important, avec le 6 février qui est la fête du nationalisme, le solstice de la nation. Donc je suis heureux d'accueillir pour cette commémoration Bruno Hirou, qui est secrétaire général du Parti de la France, de nos amis Thomas Joly et Jean-François Touzé, un mouvement qui a été fondé par une figure historique du camp national, qui est un profond patriote, je veux parler de Karl Lang, et puis une figure fidèle à l'action française, fidèle aux idéaux de Charles Maurras, Clément Gauthier. Nous sommes réunis comme chaque deuxième dimanche de mai pour rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc, d'abord sauveuse et désormais protectrice de notre patrie. Sainte Jeanne d'Arc n'a pas sauvé n'importe quelle patrie, et elle n'est pas la protectrice de n'importe quelle patrie. Il ne s'agit pas d'une patrie hors sol, intellectuelle et fantasmée, mais de notre patrie française, cette terre, cette sueur et ce sang qui ont fait la France et qui sont toujours la France, n'en déplaise aux cosmopolites, pour qui chaque nation est un hôtel. L'hommage que nous rendons aujourd'hui à Sainte Jeanne d'Arc, c'est aussi un témoignage de fidélité, la fidélité des Français non reniés à leur terre, à leur histoire et à leurs héros. En ces temps pathétiques de cancel culture et de déboulonnage de statuts, l'exemple d'acharnement militant donné par nos adversaires, qui sont les ennemis de l'histoire et de la race française, justifie toutes les commémorations et tous les hommages que nous pouvons consacrer à nos illustres ancêtres. En effet, derrière les rassemblements comme celui d'aujourd'hui, il y a une lutte à mort entre les partisans de la France aux Français et les partisans de l'effacement de la France, qu'il s'agisse des cosmopolites, qui rêvent d'un village mondial bâti sur l'effacement des identités nationales, ou qu'il s'agisse des immigrationnistes, qui rêvent de la grande déblanchisation de la France. Sainte Jeanne d'Arc, ce n'est pas un hasard de l'histoire. Elle tire sa foi d'un sauveur crucifié 14 siècles plus tôt, et cette foi et cet attachement au catholicisme non dévoyé vont lui permettre de changer le cours de l'histoire et de rendre la France aux Français. Sainte Jeanne d'Arc, par les réponses qu'elle fit à ses juges à son procès, produisit presque un véritable catéchisme. Sa sainteté et l'imprégnation du catholicisme sur son âme ont fait de cette femme un être supérieur en tout point. Sa canonisation, même tardive, est la plus belle des récompenses que sa fidélité a méritée. Aujourd'hui, le catholicisme est foulé aux pieds par ceux-là même qui sont censés le transmettre et le répandre. Il n'y a plus d'exemple de foi si pure que Sainte Jeanne d'Arc, mais juste un ramassis de vendeurs de guimauves. Dans l'Église comme dans notre patrie, le ménage doit être fait et la fidélité au Christ et à nos ancêtres doit redevenir la colonne vertébrale de notre nation, sans quoi le double rouleau compresseur du mondialisme et de l'africanisation ne rencontreront aucune résistance. Et pour que notre nation redevienne forte, droite et française, assurons-nous d'être chacun à notre niveau le meilleur français possible. Ne sombrons pas dans l'indécence d'être les simples commentateurs des coups portés à notre France, mais arrangeons-nous pour être toujours du côté de ceux qui rendent coup pour coup, de ceux qui continuent le combat, quoi qu'il arrive, de ceux qui sont insensibles aux ricaneurs et aux défaitistes. C'est sur cet appel à l'engagement que je conclus,
car c'est l'engagement qui fait qu'on est un Français digne ou une loque humaine. Chers amis, chers camarades, soyons fidèles à nos héros, à Sainte Jeanne d'Arc, soyons des militants et des bâtisseurs de la France française. Vive Jeanne et vive la France. Chers amis, en ces temps troublés de dictature sanitaire, alors que tout renouveau français semble impossible et que s'ouvre une longue période électorale où les Français vont encore une fois s'entre-déchirer, nous rendons hommage, une nouvelle fois, à la sainte de la patrie, Jeanne de Domrémy. La politique de Jeanne n'a pas pris une ride, au point même qu'on pourrait dire qu'elle est faite pour aujourd'hui. Aujourd'hui, comme au temps de Jeanne, il y a grand pitié au royaume de France. Outre les libertés supprimées et la misère qui gronde, le virus démocratique entraîne notre pays dans un chaos infernal, avec son lot d'ambitions individuelles, de mensonges, de démagogie répugnante, sans compter la puissance des forces anonymes et vagabondes. Pourtant, en regardant cette politique de Jeanne d'Arc, l'espérance renaît et tout redevient possible si nous nous mettons à son école. Jeanne était venue de Domrémy au printemps 1429, persuader le dauphin que seule une intervention du ciel pouvait sortir la France du chaos. Mais après la libération d'Orléans, Jeanne refusa de bouter les Anglais hors de France. C'est là qu'apparaît tout le sens de la politique de Jeanne. Le but était religieux, mais les moyens étaient politiques. Il fallait d'abord une autorité, il fallait d'abord le sacre, il fallait d'abord le roi. Jeanne ne croyait pas à la restauration spontanée de l'ordre. Rien ne se fait dans la cité des hommes, dit Charles Maurras, sans une règle d'or étendue à toutes les fonctions. Il en est de plus haute que la fonction politique, mais dans la suite du temps, elle est la première. Politique d'abord, enseigne la pratique de Jeanne d'Arc. Dans un pays sujet au déchirement des partis, le gouvernement de l'un a la vertu de mettre fin aux divisions et aux compétitions du gouvernement de plusieurs. Jeanne ne s'est pas non plus laissée embarrasser par la légalité du moment, ni par les partis politiques, ni par les chiffons de papier que sont les mauvais traités, ni par les gens raisonnables ou qui se croyaient tels. Ces miasmes d'une situation décadente et révolutionnaire, Jeanne les avait évacués de son horizon et elle n'avait pas dialogué avec eux. Jeanne envisageait l'action politique comme la forme la plus éminente de la charité et elle était allée droit au but. Le rétablissement d'un ordre au sommet, condition de l'ordre dans tous les autres domaines. En faisant cela, Jeanne avait œuvré pour la France, mais aussi pour un ordre international fondé sur la justice entre les nations et sur leur complémentarité. Cela excluait d'emblée l'érection d'une nation impériale, ainsi que l'abandon à une idéologie matérialiste et cosmopolite. La politique de Jeanne, c'est la politique de l'Action française qui, depuis ses débuts, répète inlassablement que les problèmes dont souffre notre pays sont avant tout politiques, avant d'être économiques, migratoires, sociaux, moraux ou même religieux. Alors que devons-nous faire ? Nous ne sommes ni des activistes qui agissent selon l'humeur du moment, ni des adeptes du royalisme de salon. Nous devons rester fidèles à la vocation de l'AF, qui est de conspirer à ciel ouvert et de créer un État royaliste en répétant à satiété ses raisons contre la République, règne de l'étranger et machine à faire le mal. La dénonciation de l'infâme démocratie que nous subissons et des partis politiques qui trahissent, galvaudent les énergies, gaspillent le temps et l'argent de tant de militants sincères doit être notre première préoccupation. Car jamais, autant que sous nos yeux, ne se sont vérifiées les paroles de Maurras: la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort. Nous devons faire comprendre aux nationaux leurs erreurs. Jamais le pays de France ne sera sauvé par les urnes, ni par l'héritière et la fille indigne que nous connaissons, ni par ce forban de presse de CNews. Car c'est bien la gueuse qui corrompt son personnel et non l'inverse. En politique, il faut être réaliste. Quand un régime tombe en pourriture, disait encore Maurras, il devient pourrisseur et sa décomposition perd tout ce qui l'approche. En se libérant des partis politiques, les Français seront ramenés à leurs conditions véritables. Ils retrouveront la vraie place de leurs intérêts et par là même leur solidarité avec ceux qui subissent les effets des mêmes causes et souffrent de la même situation. En face de la nouvelle féodalité que sont les partis politiques, il y a de nouveaux manants, des manants taillables et corvéables à merci,
il y a les classes moyennes totalement ruinées, il y a les Français livrés à l'insécurité et à la barbarie islamiste. À ces Français inorganisés, nous disons que l'ennemi numéro 1 est aujourd'hui la République, le régime des partis, le jacobinisme avec ses administrations tentaculaires, cette 5e République gaulliste qui engraisse l'étranger et demeure incapable de défendre la Maison France. C'est contre elle que doit se faire le rassemblement des Français qui réclament aujourd'hui leur liberté dans ce contexte de dictature sanitaire. Ce régime pourrisseur, consumé par les Verts, doit être balayé et nous devons appeler à sa place un État qui ne doit rien aux partis, un État indépendant et fort dans son domaine, laissant les Français libres et leur rendant les services qu'ils peuvent attendre de lui. À l'extérieur, la défense des intérêts nationaux et à l'intérieur, l'ordre et la justice. Cette nouveauté ne peut être apportée que par la monarchie, mais refaire la monarchie peut paraître difficile, certes, mais moins qu'une bonne république, fût-elle la 6e. Alors, sous le regard de Jeanne, nous devons poursuivre l'effort et nous devons instruire le plus grand nombre de la nécessité, en France, du politique d'abord. Un temps comme le nôtre est favorable aux simplifications et c'est entre le roi ou le chaos qu'il faudra choisir. Jeanne nous enseigne donc un vrai nationalisme, un nationalisme sincère, et elle nous enseigne aussi une fidélité sans faille dans l'épreuve. Brasillac écrivait qu'à travers les pages de son procès, Jeanne nous propose, avec ce sourire, la magnifique vertu d'insolence. Une jeune insolence, une insolence de jeune sainte. Il n'est pas de vertu dont nous ayons plus besoin aujourd'hui. Elle est un bien précieux qu'il ne faut pas laisser perdre. Le faux respect des fausses vénérations est le pire mal. Par un détour sans apparence étrange, Jeanne nous apprend que l'insolence, à la base même de toute reconstruction, est à la base même de la sainteté. À ce mépris des grandeurs illusoires, elle a risqué et perdu seulement sa vie. Mais elle pensait qu'il est bon de risquer sa vie dans l'insolence lorsque l'on n'aime que les vraies grandeurs. Alors, face au désordre politique érigé en système, face à ce complot permanent contre la France et les Français d'abord, soyons fermes. Mettons-nous à l'école de Jeanne et sachons garder l'espérance. Vive Jeanne, vive la France et vive le roi. En ces temps troublés de tyrannie sanitaire, de rencontres avec des antifas, il convient de maintenir nos traditions. Et parmi ces traditions, il y a les hommages aux héros qui ont fait la France. Aujourd'hui, nous célébrons, comme chaque année, Sainte Jeanne d'Arc. Cette année, nous célébrons, pour le bicentenaire de sa mort, l'empereur Napoléon Ier. À un moment où, de nation, il ne semble rester qu'un conglomérat de communautés, de tribus, d'égoïsme, d'égotisme, eh bien, il faut célébrer ceux qui nous ont précédés comme les racines de l'arbre France. Il en va de faire vivre cette tradition qui est comme la sève de l'arbre qui permet des racines de monter et de nourrir les branches et les feuilles de l'arbre qui doivent monter haut dans le ciel. C'est identique à la nation. La nation, elle a besoin de cette tradition, de cette sève qui fait le lien entre nos racines, le passé, les héros qui ont fait la France, nous et ceux qui sont à venir. Dans tout cela, vous le voyez, eh bien, le trait commun, c'est l'espérance. Et tant Napoléon Ier que Jeanne d'Arc
ce sont des modèles d'espérance. Napoléon, c'est un destin foudroyant qui a parcouru toute l'Europe, qui a parcouru le monde, mais il reste de cet homme qui débuta chez les Républicains et qui s'éleva pour rétablir ce fil qui avait été coupé par la guillotine et par la lame d'acier qui avait tranché la tête du roi, pour rétablir ce fil ténu de cette tradition. C'est tout le sens des actes importants qu'il a fondés, que ce soit la volonté d'être sacré à Notre-Dame. Et vous savez combien Notre-Dame fait une partie intrinsèque du destin français. On sait combien, en la regardant brûler il y a 2 ans, nous comprenons que la France souffre. La France se dissout comme un morceau de sucre dans un liquide de cosmopolitisme et de mondialisme. Il a voulu s'élever vers la monarchie et le rétablissement de la tradition France par son mariage, son second mariage avec une princesse de sang noble, de sang royal, une princesse d'Europe. Napoléon, contrairement à ce que certains disent, voulant découper sa vie par tronçons, et nous ne sommes ni des idéologues, ni des anachroniques. Nous savons combien l'empereur Napoléon Ier était animé d'un sens très pratique au service de l'amour de la France, et c'est ce qui a légitimé l'action de Bonaparte, Napoléon, et la fondation du Premier Empire, avec sa succession et le Second Empire. Contrairement à ce que certains laissent croire, il n'a eu de cesse d'essayer d'unir la nation, de penser les plaies ouvertes par cette folie qu'a été la révolution bourgeoise de 1789, qui a abouti dans le torrent de sang de la terreur de 1793, que ça soit avec le Concordat pour rétablir le catholicisme au centre de la société française, pour rétablir l'Église au centre du village, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de nation sans morale, pas de morale sans religion, et on voit combien aujourd'hui la présence temporelle d'une force spirituelle s'impose d'elle-même. Pas de nation, pas d'unité nationale sans une Église forte, une Église au service aussi du sentiment national, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le sentiment national est né avec Vercingétorix, qui unit les tribus gauloises pour faire face à l'envahisseur de l'époque. Et le sentiment national est contemporain du christianisme. Le sentiment national est aussi fort que la transcendance et que le respect de Dieu et de Jésus-Christ. Napoléon, c'est aussi la volonté de pacifier la Vendée. Il a refusé de servir en Vendée. Il a signé la paix avec les Vendéens qui, pour le remercier, ont fondé une ville, Napoléonville, en Vendée. Napoléon, c'est aussi la volonté de faire revenir toutes ces forces vives qui manquaient à la France et dont certains s'étaient mis au service de l'étranger, l'anglais. Je veux parler de l'immigration, à tel point que un des derniers à le servir, et ô combien avec grandeur, Lacaze, puisque c'est celui qui a rédigé le mémorial de Sainte-Hélène, qui a contribué à fonder la geste de l'Empire et qui
à honorer la gloire de Napoléon Ier, un homme qui est célébré partout dans le monde, sauf en France, eh bien, Napoléon n'a eu de cesse d'essayer de réconcilier les Français entre eux. C'est pour cela, au-delà des nuances doctrinales ou idéologiques, eh bien c'est pour cela que nous célébrons la mémoire de l'empereur cette année et qu'il reste pour nous, avec le césarisme, avec l'appel aux soldats et l'armée au service de la nation, et voyons bien aujourd'hui combien nous avons besoin que l'armée réponde à notre appel de patriotisme, réponde à notre envie de justice, répondre à cette exigence d'ordre. Il faut rétablir l'autorité. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'armée souveraine, l'armée au service des intérêts nationaux. Quand l'armée, notre armée, comprendra que l'ennemi n'est pas à combattre en Afrique, mais qu'il faut rétablir l'ordre ici, eh bien, nous aurons franchi un grand pas qui nous mènera vers le rétablissement de la France et de sa souveraineté. Alors, quel beau modèle d'espérance que Jeanne d'Arc. On a de cesse, là encore, de répéter ce miracle français qui est admiré, qui est honoré sur toute la planète. Là encore, vous savez qu'une belle statue de Jeanne d'Arc a été inaugurée à Saint-Pétersbourg, parce que Jeanne, c'est cette jeune femme issue du peuple, qui ne savait ni monter à cheval, ni même tenir une épée, et qui se transforme en chef militant quand elle va à la conquête du cœur de l'autorité locale, Baudricourt, pour qu'il lui donne les moyens de rejoindre le gentil dauphin. C'est une jeune femme qui ne montait ni à cheval, ni ne portait l'épée, et qui se transforme en chef militaire en prenant la tête des armées royales pour délivrer Orléans. C'est une jeune femme qui ne savait ni monter à cheval, ni porter l'épée, et qui se transforme en chef politique quand elle comprend l'exigence de faire sacrer le dauphin à Reims pour que la France, là encore, retrouve sa tradition et que ce lien, cette sève avec le passé perdure et permet tous les changements d'avenir. Jeanne, c'est, malgré un pays occupé par l'étranger, une guerre interminable, des épidémies, à l'époque c'était la peste qui sévissait, les brigands qui régnaient en maître sur les routes, sur les chemins, la guerre civile entre les Bourguignons et les Armagnacs, des Français qui ne s'aimaient plus, un funeste traité de Troyes qui livre le pays à l'étranger. Comment ne pas faire la relation avec la situation d'aujourd'hui, avec le traité de Maastricht, avec les épidémies, avec la guerre civile, avec le pays livré à l'étranger? Jeanne, c'est ce beau modèle d'espérance qui nous permet de croire au miracle. La France est un miracle depuis 2000 ans, malgré les vicissitudes, malgré les moments tragiques. Eh bien, la France perdure. Et aujourd'hui, où il nous reste une petite braise sur laquelle nous soufflons, eh bien, nous savons que tout est possible. Tout est possible. Il faut que la France et les Français prennent conscience que réellement, on peut changer les choses, tout peut aller très vite. Et en cela,
Nous honorons Jeanne d'Arc qui reste ce modèle de volonté, et nous honorons l'empereur qui a toujours chéri la France et qui a répandu dans toute l'Europe l'honneur français. Oui, il faut croire en la victoire. Oui, la révolution nationale que nous appelons de nos vœux, pour laquelle nous nous battons jusqu'à la plus dernière énergie, celle qui veut rétablir le travail dans un monde de spéculation livrée aux marchands, aux banquiers, dans un monde sans famille, et l'on récolte les fruits pourris aujourd'hui de l'effondrement de cette cellule de base qui est le fondement, les fondations qui restent la fondation de toute société pérenne. Et enfin, au moment où la patrie semble disparaître, eh bien, il y a une exigence de rétablir le travail. Il faut rétablir la famille traditionnelle et il faut rétablir la patrie, la France. Vous savez, une révolution, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas de manier la Kalachnikov ou la batte de baseball. La révolution, c'est le triomphe d'une volonté et c'est l'effondrement du modèle en place. Le système, depuis 1945, a dit aux Français: consommez, accumulez les richesses et vous vivrez heureux. Et aujourd'hui, les Français se rendent compte, endettés qu'ils sont, livrés à la spéculation aux marchands, sans scrupules, cyniques. Les Français se rendent compte, notamment à travers cette révolte des Gilets jaunes, que ce n'est pas l'accumulation de richesses qui conduit au bonheur, ce n'est pas le matérialisme qui permet d'avoir un équilibre au sein de sa famille et dans son quotidien. Non, cette croyance du système en place est en train de s'effondrer et une révolution, c'est l'effondrement de la croyance du système et l'avènement d'une nouvelle croyance portée par une petite minorité. Nous sommes porteurs de cet ordre nouveau, basé sur les politiques naturelles, mais nous sommes porteurs de cet ordre nouveau qui va imposer à toute la société cette nouvelle croyance de ceux qui croient, comme Jeanne d'Arc, comme Napoléon. Oui, croyons en la victoire, croyons en la France, ayons cette espérance chevillée au corps, chassons ce désespoir qui se nourrit du quotidien pour faire vivre cette espérance à travers notre combat et à travers le triomphe de la volonté au quotidien. Et alors tout sera possible. Que vive la France! Que vive la France! Restaurée, rétablie, avec ses 2000 ans d'histoire. Nous voulons rester français, du nord à la Méditerranée, et de l'océan aux Pyrénées. Nous voulons rester français, vers l'avenir, fidèle au passé. L'œuvre des Français doit se continuer, vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès. Le soleil est notre emblème, l'azur, le pourpre s'alliant, avec croix et cercle d'argent. Le soleil est notre emblème, vers l'avenir, fidèle au passé. L'œuvre des Français doit se continuer,
vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès.